Ce qu'on propose de faire à la fin du mois de janvier, c'est de choisir un candidat ou une candidate en liste et de l'aider à gagner. De faire sa campagne pour l'aider à faire le dernier kilomètre, pour faire l'élément qui fait la différence. Donc on ne va pas rajouter une candidature supplémentaire, on va venir voter sur les personnes qui, au 15 janvier, dans notre top 10, seront déclarées à la présidentielle. Le constat que je fais, c'est que de toute façon, il n'y a jamais eu de candidature unique de la gauche. Ça n'a jamais existé. Quand Mitterrand gagne, il y avait 5 autres ou 6 autres candidats. À l'époque, la gauche était plus et des puissante. candidats qui étaient forts. Bah oui, mais si le problème, c'est que nos idées sont faibles, il faut se battre sur le terrain des idées, pas celui des candidatures. Alors, la question du jour est la suivante. Face au sondage plutôt mauvais et à la multiplicité des candidats dits de gauche, une primaire populaire et citoyenne n'est-elle pas la solution pour assembler et construire une proposition à large spectre susceptible d'amener les idées de progrès social au second tour de la prochaine présidentielle? À mes côtés, 2 débatteurs. David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France Insoumise, pour qui, pour ne rien vous cacher, n'est-ce pas, il a son rond de serviette sur ce plateau. Et Samuel Gribowski, porte-parole de l'initiative Primeur Populaire. J'ai pas encore le rond de serviette. Pas encore. Et militant associatif. Alors bonjour David, bonjour Samuel. Alors beaucoup de nos spectateurs l'auront deviné, Samuel est plutôt pour l'idée d'une candidature unique qui passerait donc par une primaire populaire, et David y est plutôt opposé. Mais avant toute chose, Samuel, je voudrais que tu nous présentes l'initiative primaire populaire. C'est quoi? Je pense que je ne suis pas pour une candidature unique. Je suis même plutôt contre. Ça fait du mal à la démocratie, ça fait du mal au pluralisme. Je suis pour la victoire de la présidentielle. Et aujourd'hui, on a rencontré depuis des mois avec les initiateurs de la primaire populaire, avant de commencer la primaire populaire, avec la rencontre des Justices, qui était un labo citoyen qui rassemblait activistes et entrepreneurs qui ont essayé d'imaginer différents scénarios pour gagner la présidentielle. On a rencontré des cadres du Parti Socialiste, de la France Insoumise, d'Europe Écologie, du PC, qui tous et toutes nous ont expliqué de différentes manières qu'on ne pouvait pas gagner 2022. Qu'il fallait tout mettre sur les législatives ou gagner 2027 et que cette élection n'était pas gagnable. Sauf que la panique qui s'installe dans le mouvement citoyen, en particulier chez les jeunes, qui 60% aujourd'hui disent ne pas vouloir voter, cette panique, c'est de constater que pendant ces 5 ans, il va y avoir une série de cataclysmes s'il n'y a pas une alternance écologique et sociale, une bifurcation dès le mois d'avril 2022. Ces cataclysmes, c'est l'augmentation des féminicides, c'est les suicides des agriculteurs, c'est le changement climatique, c'est la moitié sud de la France qui sera un désert. Et on a demandé à chacun et chacune des candidats qu'on a rencontrés plusieurs fois, soit personnellement, soit leurs équipes, quelle est votre stratégie pour gagner en 2022 ? Si quelqu'un nous avait donné une stratégie en disant « voilà ma stratégie gagnante, comment on va s'y prendre, comment est-ce qu'on va atteindre le seuil pour passer au second tour, comment on va créer une coalition si nécessaire ?» On aurait dit, on met toutes nos énergies, tous nos moyens, qui aujourd'hui sont croissants. On est 215 000 signataires. On a fait une levée de fonds avec seulement des petits donateurs, un don médian à 20 €. Il y a 500 000 € qui ont été collectés en 6 mois. On aurait dit, toute cette énergie, on la met sur votre campagne. Et on est encore prêt à le faire d'ailleurs, puisque on en parlera après, mais on a bifurqué. On ne fera pas une primaire, mais une investiture populaire à la fin du mois de janvier. On l'a annoncé hier, 1er décembre. Et on est toujours partant pour faire une des campagnes existantes pour essayer de la gagner. C'est quoi la différence entre la primaire populaire et l'investiture populaire ? Peut-être que ce sera un peu plus long parce que là, on va rentrer dans le détail. Mais en gros, la primaire, ça veut dire que les personnes qui participent sont d'accord pour y participer. Les perdants se retirent pour le vainqueur. Ils signent un accord entre elles et eux et ensuite, ils y vont ensemble. Là, la différence, c'est qu'on va voter quoi qu'il arrive, avec ou sans l'accord des personnes sur lesquelles on va voter. Et donc, on ne peut plus appeler ça une primaire parce qu'on n'a pas l'accord des personnes pour qui on va voter. Donc, on va voter à la fin du mois de janvier, au moins sur Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, peut-être d'autres ou moins en fonction de quels seront les candidats au 15 janvier. C'est ce qu'on prendra comme référence parmi notre top 10. Et ensuite, on attribuera cette investiture. Et donc, je reviens sur l'intention qui était justement de participer à cette victoire pour engager cette bifurcation en 2022 et prendre notre responsabilité. Aujourd'hui, moi, ce que j'entends de la part des différents candidats, c'est qu'ils ne font pas de la victoire une priorité. Il y avait 2 méthodes pour gagner. Soit ils arrivent à imposer une hégémonie sur l'espace, on sent que c'est leur méthode privilégiée, mais aucun d'entre eux n'y parvient. Pour l'instant, aucun n'y parvient. Soit ils se contraignaient à tout prix à engager une coalition. Ça veut dire qu'on travaille, on se parle, on s'enferme, on ne fait que ça, on sort son téléphone. Et sincèrement, avec tout l'estime que j'ai pour chacun et chacune d'entre elles, plus des options personnelles, je vois bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas leur priorité en termes de temps de travail. Leur priorité, ce n'est pas d'à tout prix construire une coalition pour gagner cette élection. Alors, David, tu as écouté Samuel. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que... tu n'es pas d'accord avec lui, mais pourquoi tu n'es pas d'accord avec lui ? Ou est-ce que son raisonnement, selon toi, ne fonctionne pas ?
Déjà, je découvre des choses, parce que moi, je ne suis pas sûr qu'aucun candidat de la France Insoumise ou aucun cadre de la France Insoumise ait jamais dit qu'on ne comptait pas gagner 2022. Je ne sais pas d'où ça sort, cette idée. En tout cas, pas de chez nous. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres organisations qui ne jouent pas à la victoire, mais ça n'a jamais été dit dans aucune réunion. Donc, il ne faut pas non plus raconter ça aux gens. Ce que je vois, le constat que je fais, c'est que de toute façon, il n'y a jamais eu de candidature unique de la gauche. Ça n'a jamais existé. Quand Mitterrand gagne, il y avait 5 autres ou 6 autres candidats. À l'époque, la gauche était plus et des puissante. candidats qui étaient forts. Bah oui, mais si le problème, c'est que nos idées sont faibles, il faut se battre sur le terrain des idées, et pas celui des candidatures. Même à l'époque, je le dis parce que au moment du Front populaire, vous savez qu'est l'époque rêvée de l'union de la gauche quand même, hein, l'union se fait au second tour. C'est-à-dire qu'il y a des élections législatives, on est 2 ans après quand même des fascistes qui marchent à l'Assemblée nationale, il y a 15 morts pendant les émeutes des fascistes, des croix de feu, etc. Même ça, il y a des affrontements de projets au premier tour des législatives en 1936. C'est au second tour qu'il y a des désistements. Est-ce qu'il suffit d'invoquer le passé pour avoir raison? Aujourd'hui, la situation est spécifique. En 2017, il y avait 0 candidat de gauche au second tour. En 2022, ça a l'air compliqué. Nous sommes dans un environnement où les médias dominants sont passés à droite. On a 2 gros candidats d'extrême droite. La droite est idéologiquement majoritaire. Même si c'est une structuration qui est une construction politique et médiatique. Aujourd'hui, quelles sont les raisons pour aujourd'hui refuser on pourrait se demander pourquoi il n'y avait pas de gauche au second tour, parce qu'on était quand même à 19% avec Jean-Luc Mélenchon. On était aux portes du second tour, il y avait d'autres candidatures de gauche, mais moi je leur rejette pas la faute. Je veux dire, ils se présentent, ils ont leur projet, leur cohérence. Il y a la social-démocratie, il y a plein de choses qui par ailleurs, constituent une porte d'entrée en politique pour les gens, qui peuvent s'y reconnaître. Et je trouve ça en fait. Dans le débat démocratique, le but, c'est de convaincre le plus de gens possible. Et puis, après, sur la primaire populaire, c'est quand même la première fois, je vais être honnête, qu'il y a une primaire avec 10 candidats, et parmi les 10 candidats, il y en a 9 qui ne veulent pas y aller. Et je ne comprends pas la démarche de dire, même si vous ne voulez pas participer à notre processus, on va vous forcer à le faire. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vu dans l'histoire politique, pour le coup. De dire, ça s'appelle être un forceur, quoi. C'est de dire, il y a 3 qui veulent pas y aller, qui sont pas dans le processus de la primaire, c'est Jadot, Mélenchon, Hidalgo. 3 qui veulent bien un peu jouer le jeu, si j'ai bien compris, notamment Larouturou ou Agueb Porterie, mais qui veulent pas participer à l'émiettement de la gauche. Et 3 autres qui ont dit qu'ils seraient pas candidats au présidentiel, que ce soit Autain, Ruffin ou autre. Donc en fait, vous vous retrouvez avec un candidat, c'est Taubira, quoi. Voilà, il y a un moment, faut le dire, à la limite, faites campagne pour Taubira, et moi, ça me dérange pas. Mais je comprends pas comment on peut dire, il y a 9, parmi les 10 personnes qu'on a choisies, il y en a 9 qui veulent pas y aller, mais on va quand même le faire. Et au bout d'un moment, qu'est-ce que ça donne au final? Ça donne juste une candidature de plus. Et moi, mon énergie, je la mets dans des campagnes politiques. En ce moment, là, ce matin, à 5h du matin, vous avez les 100 facs de Nanterre, il y a la fac qui est en train de visser leurs fenêtres. Voilà. Donc je pense que l'utilité, plutôt que de faire des sittings devant les organisations politiques, c'est d'aller les aider. Il y a plein de sujets sociaux, il y a plein de batailles politiques, et c'est noble de mener ça. Les classes populaires ne sont pas encore totalement rentrées dans la campagne. Les sondages, ils sont faits avec des bases de participation pour la plupart de 50% de votants. Et dans les 50% de votants, il y a très peu de classes populaires. Donc moi, je le dis, je trouve que c'est une campagne agressive de la part de la primaire populaire. Je le dis gentiment, mais je trouve ça très agressif d'arriver devant les bureaux des organisations politiques, de faire des sittings, etc. Moi, en ce moment, à la France Insoumise en tout cas, et les autres font aussi des choses qui se défendent, on fait des caravanes dans les quartiers populaires ou dans la ruralité. On va chercher les gens, parce que là, sinon, on a l'impression d'un microcosme. Tu quelque chose, tu viens de dire, en fait, en gros, il joue pour Taubira. Mais non, en réalité, ça, mais il suffit que vos électeurs entrent dans le processus de la primaire populaire. Vu que vous êtes quand même assez nombreux et très actifs sur Internet, il est possible que finalement, ce soit Jean-Luc Mélenchon qui l'investisse. Mais du coup, quel est l'intérêt si c'est nous-mêmes qui nous élisons? Enfin, je veux dire, quel est l'intérêt si c'est les électeurs de Jean-Luc qui, par ailleurs, ont déjà apporté, il y a déjà eu 260 000 soutiens à la candidature de Jean-Luc. Mais là, il serait confronté à des électeurs d'autres candidats. Bah oui, mais si on est 260 000, on arrive tous à 260 000, on se choisit nous-mêmes. Je veux dire, ça ne crée pas de dynamique, ça. Ce n'est pas des gens de l'extérieur qui vont nous choisir. Donc, il y a un moment, pour créer de la dynamique, il faut aller chercher les gens là où ils sont. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans l'élection présidentielle aujourd'hui. Ils n'y sont pas encore. Il y a un climat qui est aussi terrible, qui fait qu'il y a des gens qui se démobilisent. Il y a des luttes qui gagneraient à être plus portées par les organisations politiques. Bref, il y a plein de choses à faire.
pour se dire que non, la campagne de 2022, elle n'est pas perdue. Moi, jamais personne n'a dit ça à la France Insoumise. Ça me Jamais. fait plaisir de l'entendre, ça me rassure. Et si la campagne de Jean-Luc Mélenchon, elle devenait gagnante à un moment donné, il est possible, l'hypothèse existe, que tout le mouvement primaire populaire, qui justement va chercher des nouvelles frontières, parce qu'on a fait quelques statistiques sur la réalité de la structure, on a 60% des personnes engagées comme bénévoles qui sont formées, donc qui ont fait des week-ends de formation, qui sont 5000 dans plus de 60 villes en France, qui n'ont pas voté aux dernières élections. Donc on a des abstentionnistes qui sont dégoûtés de la façon dont le jeu politique fonctionne aujourd'hui, notamment parce qu'on a l'impression que les intérêts partisans précèdent les intérêts de la société, et qui sont dans cette dynamique-là. Donc je pense qu'un mouvement comme le nôtre n'est pas déterminant pour gagner la présidentielle, mais il est complémentaire, et une fois qu'il aura investi l'un des candidats en lice, il peut faire toute la différence pour lui permettre de gagner cette présidentielle. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on y croit et qu'on partage ça. Sur ce qui a été évoqué, bon, il y a 3 choses qui me viennent spontanément. Alors, est-ce que vous êtes le poisson pilote de Christiane Taubira? Non, clairement pas. La réponse est non. Aujourd'hui, Christiane Taubira n'est pas candidate à la présidentielle. Et je le redis, la primaire, aujourd'hui, dans son format initial, on a entendu le message, elle n'aura pas lieu. Je préfère le poser. On a des personnes qu'on sollicite qui ne veulent pas y aller. Et donc, on ne fera pas de primaire. C'est clair, on l'a annoncé le 1er décembre au matin. Ce qu'on propose désormais, c'est qu'on pensait qu'on était un simple processus de départage. On a une énorme base de militants qui ne fait que grandir. Quand les gens font un crowdfunding, ça veut dire qu'ils se projettent dans un mouvement, ça veut dire qu'ils se reconnaissent dans une dynamique citoyenne qui n'est pas actuellement partisane, même si on a conscience qu'on a une force politique, on ne va pas faire les naïfs. Dès lors qu'on se constitue comme mouvement, ce qu'on propose de faire à la fin du mois de janvier, c'est de choisir un candidat ou une candidate en lice et de l'aider à gagner. De faire sa campagne pour l'aider à faire le dernier kilomètre, pour faire l'élément qui fait la différence. Donc on ne va pas rajouter une candidature supplémentaire, on va venir voter sur les personnes qui, au 15 janvier, dans notre top 10, seront déclarées à la présidentielle. Aujourd'hui, sur le top 10, il y en a que tu as très bien cité, David, il y en a 3 qui ont promis de ne pas aller à la présidentielle. Clémentine Autain, François Ruffin, Gaël Giraud. Les 7 autres, on va attendre ce qu'ils disent d'ici le 15 janvier. Et en fonction de ça, on fera un vote pour dire qui on soutient. Deuxième chose, sur les luttes. L'un n'empêche pas l'autre. Les personnes qui ont initié ce processus, qui sont des militants locaux de la primaire populaire, ont été et sont encore depuis des années des activistes du mouvement climat, du mouvement féministe, du mouvement antiraciste. C'est pas des gens qui se sont réveillés un matin pour dire je vais aller faire des sittings ou occuper des partis. D'autant plus parfois, c'est un arrache-cœur pour eux parce que la plupart de ces jeunes, il y en a qui sont des abstentionnistes, mais il y en a pour qui il y a une sympathie pour certains des partis dans lesquels on a organisé ces sittings ou ces occupations. Des anciens électeurs écologistes ou électeurs insoumis qui se retrouvent confrontés à leur maison d'appartenance en disant aujourd'hui votre stratégie elle fonctionne pas. Et donc je reviens moi à la stratégie actuelle de Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est celle dont on peut parler puisqu'il a un représentant sur ce plateau, puisque Jean-Luc Mélenchon veut gagner la présidentielle. Dans ce cas, moi la question que je pose très simple, c'est pourquoi est-ce que on n'a pas un discours clair qui dit aujourd'hui, nous, insoumis, nous préférons être dans l'opposition de quelqu'un à gauche de Macron, Hidalgo ou Jadot, c'est-à-dire on pose que c'est différent, plutôt que dans l'opposition de Macron. C'est-à-dire que si on crée une coalition, est-ce qu'on accepte que notre électorat, que notre base, que notre histoire a plus de points communs avec Hidalgo et Jadot qu'avec Emmanuel Macron? Ça, on ne l'entend pas. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a une théorie des deux gauches irréconciliables qui fragmente considérablement cet électorat et qui rend la victoire impossible. Donc vraiment, je pose la question, pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne participe pas à construire cette coalition? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas à l'invitation de Jadot au mois d'avril avec tous les leaders de la gauche? Pourquoi il ne répond pas aussi à l'invitation personnelle qu'on lui fait en étant le seul qui n'a envoyé que des représentants depuis le début, alors que tous les candidats sont venus au moins une fois en personnel à nos dynamiques? S'il veut rassembler et s'il se pense l'héritier de ce Front populaire, qu'il le montre, et qu'il montre cette dynamique et son envie justement de sortir de son couloir. C'est ça qu'on ne voit pas aujourd'hui. Mais en fait, il faut se rendre compte de ce qui se passe, parce que le blabla, pourquoi pas, mais on l'a déjà montré. Je veux dire, aux élections régionales, c'est les insoumis qui disent qu'il faut se mettre derrière Karima Delli dans le Nord, qui est la candidate Europe Écologie Les Verts. On le fait, on s'est mis derrière, on a créé la coalition dans le Nord. En PACA, on se fait exclure par les autres. Et aujourd'hui, les deux gauches irréconciliables, c'est une théorie qui a été émise par quelqu'un quand même, faut pas l'oublier, c'est Manuel Valls. Moi, Manuel Valls, je suis désolé, c'est le Premier ministre dans lequel mes potes en manifestation se font blesser, gravement. Ça, donc je ne ferai pas campagne pour lui. Enfin, je préfère être honnête. Je ne ferai pas. Valls, hein. Oui, mais les deux gauches irréconciliables, elles sont là. Bien sûr. Et par ailleurs, il y a quand même une jurisprudence sur tout ce qui est primaire, etc. Il y a la jurisprudence Hamon, il faut que ça vous parle quand même. C'est-à-dire, quand on met des gens en pensant qu'uniquement c'est une question de casting et qu'il n'y a pas de fond politique aux choses, on se retrouve avec le festival de coups de couteau dans le dos tel que ça a été fait
à Hamon. Et aujourd'hui, on a une candidate, par exemple Anne Hidalgo, qui a expliqué récemment, dans les colonnes de certains médias, qu'elle ne savait plus, je la cite, si Jean-Luc Mélenchon était de gauche. Donc moi, je veux bien faire l'unité, mais avec des gens qui estiment que je ne suis pas de gauche. On se bat contre ça aussi. Oui, on mais interpelle ce que je veux Hidalgo dire, de la c'est même manière. que l'unité, c'est pas juste les tribunes. Moi, je pense que c'est important au premier tour que les gens ils aient le choix aussi. Voilà, qu'ils aient le choix entre différentes options Au de risque gauche. de pas se qualifier au Donc second. mais le risque, c'est de pas mener des combats politiques et de penser que, en gros, l'élection présidentielle, c'est comme la Starac, on met des gens, on les met tous derrière un et ça va passer comme ça. Si on mène pas de combat politique, par exemple sur l'Union européenne, sur les traités européens, sur la question écologique, sur combien il faut, parce que j'ai vu, il y a 10 propositions dans la primaire populaire, mais c'est des propositions qui restent vagues, qui restent aussi sujets à des batailles, des batailles politiques. C'est là, oui, enfin, moi j'ai pas construit ça, mais c'est là que le débat se situe. Il y avait quand même des gens de la France Insoumise dans la construction, David, enfin. Bah, écoute, non mais le problème c'est que par exemple en ce moment, moi je suis désolé, il y a des choses qui me plaisent pas dans la manière de faire, je préfère être honnête. En ce moment, il y a une tribune par exemple qui circule de gens qui se disent pro France Insoumise, qui ont soi-disant écrit une tribune mais qui recherchent des gens de la France Insoumise pour la faire signer, à tel point qu'on ne sait pas qui a vraiment écrit cette tribune de gens pro France Insoumise. Enfin, tout ça est étrange, voilà, je le dis, et cette manière d'aller vers les organisations politiques en disant mais vous allez perdre, écoutez, notre solution elle est meilleure que la vôtre. Je suis désolé, il y a quand même une discussion là-dessus. Et pour moi la discussion c'est comment on convainc les gens qui veulent pas aller voter aujourd'hui d'aller voter. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que nos idées qui sont puissantes, nos idées elles sont pas mauvaises. Nos idées, c'est par exemple la réduction du temps de travail. Mais tout le monde n'est pas pour les 32 heures. Hein. Mais oui, mais pas tous. Typiquement, la RTT, elle est dans le socle commun. La réduction des 32 aller vers les 32 heures, pas forcément de dire qu'il faut faire les 32 heures. Aller vers les 32 heures, Roussel n'est pas d'accord, Montebourg n'est pas d'accord, Hidalgo, je ne sais pas. Donc en fait, ces questions-là, qui sont des questions ultra porteuses pour nous, elles ne font pas consensus. Donc il y a un moment, en fait, ce n'est pas dans des primaires dont on sait en plus qu'elles ont tendance à exclure les classes populaires. Il y aura plus de primaire, on va proposer de soutenir... Mais du coup, quel est le but ? Vous faites une primaire populaire sans primaire ? Non, je l'ai répondu, on va faire une investiture, on va s'engager dans une campagne, et peut-être la vôtre. On va s'engager dans une campagne, c'est-à-dire qu'on va aider quelqu'un à gagner. On prend nos responsabilités. La primaire, dans son format initial, on l'a redit le 1er décembre, elle n'aura pas lieu justement pour les raisons qu'on a évoquées. Et sur les différences qu'on évoque là, je nie pas qu'elles existent. Bien sûr qu'elles sont très nombreuses. La question, c'est est-ce que ces différences, typiquement sur la réduction du temps de travail, ils ont tous signé. Hidalgo a dit oui. Simplement, on n'est pas forcément d'accord sur la méthode. Il y en a qui disent 32 heures, d'autres qui disent plus de congés payés, d'autres qui disent 60 ans, d'autres qui disent année de césure, etc. Mais ils veulent tous une RTT de Hidalgo à Jean-Luc Mélenchon en passant par tous les autres. Nous, ce qu'on leur pose comme question, c'est pas de dire on a une solution meilleure que la vôtre, c'est complémentaire de la vôtre. On a énormément de respect pour le rôle qu'on est parti pour faire vivre la démocratie, y compris ce mouvement politique de la France Insoumise. Sinon, on ne donnerait pas autant de tribunes, notamment dans un événement comme celui qu'on a fait le 18 novembre à Grande Contrôle, où la moitié des intervenants presque étaient assoumis ou apparentés. Parce que justement, on a conscience des luttes politiques qu'il faut mener. La question, c'est est-ce que ces différences, elles ont encore aujourd'hui de l'importance pour fragmenter le champ politique quand on est face à un proto-fasciste, voire un fasciste comme Éric Zemmour, et face au changement climatique. On a l'impression qu'ils ne prennent pas... Oui, même deux. On a l'impression qu'ils ne prennent pas la mesure de la situation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les insoumis, mais je dirais pareil à des socialistes, prennent plaisir à voir des nuances qu'il y a avec des socialistes et des écologistes dans une situation, en fait, on n'a plus le temps, où gaullistes et communistes doivent faire face au nazisme ensemble. Elle est où cette dynamique ? Moi, je ne suis pas sur ça. Moi, je ne suis pas pour m'allier avec les gaullistes de LR. Parce qu'en fait, les gaullistes de LR aujourd'hui... du passé. Aujourd'hui, il suffirait de travailler avec les SOSDEM. Il suffirait de faire ça. Non, mais c'est pas ça. C'est que tous les camps politiques sont en partie divisés. Parce que de toute façon, il vaut mieux être dispersé que confus. Aujourd'hui, l'extrême droite est divisée. Aujourd'hui, la droite est divisée. Le centre est divisé. Enfin, voilà, je veux dire, ça fait partie du processus de choix. Ils vont l'être de moins en moins, quand même. Si la discussion, c'est de dire qu'il ne faut pas être divisé parce qu'on n'est pas fort dans les sondages, je suis désolé. Pour moi, le problème n'est pas dans le fait d'être pas fort dans les sondages. Le problème, il est d'être pas fort dans la tête des gens. C'est le cas aussi. Voilà. Et donc, c'est pas une question de candidature unique. C'est pas une question de vers qui on se tourne uniquement. C'est comment est-ce qu'une candidature entraîne la dynamique. Et il va y avoir plusieurs mois avant ça. Et nous, on a aussi commencé en amont. C'est aussi pour ça qu'on a dit, mais attendez, 3 mois avant l'élection, ça va pas.
Parce qu'une campagne, pour nous, ça se fait pas en 3 mois. On a déjà sorti le programme, alors je sais, on a peut-être les derniers des Mohicans à sortir des programmes bien en amont pour que les gens aient le temps de s'informer, mais c'est important dans ce processus-là. Et penser que juste se mettre derrière quelqu'un, derrière 10 propositions, pour moi, c'est léger. C'est léger pour proposer aux gens. Alors, quelque part, est-ce que quand même, vous n'imaginez pas que en janvier, une sorte de grosse organisation de la société civile avec plein d'activistes vous intronise? Est-ce que justement, ça ne va pas faire basculer l'hégémonie de votre côté? Parce qu'en réalité, il y a une sorte d'équilibre en 2017, en 2022 aussi, ça ressemble à ça, une sorte d'équilibre entre 2 ou 3 grosses propositions. Et à un moment donné, il y a une proposition qui s'envole parce que les électeurs, en regardant les sondages, se décident d'arbitrer. En 2017, les gens n'ont pas arbitré. Une partie des électeurs, des 19%, a arbitré en fonction de Jean-Luc Mélenchon parce que c'était de son côté quelle est la dynamique. Est-ce que vous ne voulez pas instrumentaliser quelque part la primeur populaire pour... Est-ce que vous allez faire campagne pour cette investiture? Moi, c'est ça la question que je pose. On va donner une investiture le 30 janvier. Est-ce que vous allez faire campagne pour cette investiture pour nous proposer justement de vous rejoindre? Comment ça? En fait, je comprends pas. On va voter pour soutenir un candidat à la présidentielle et se mettre à son service. Ça veut dire qu'on ne demande rien en échange. On demande, et parlons même très concrètement, on ne demande pas de poste, on ne demande pas de place. On va faire campagne dans les territoires qu'on sait toucher, dans les milieux qu'on sait toucher, pour un des candidats engagés à la présidentielle. C'est ce qu'on va faire le 30 janvier. Et avant ça, il y a un gros sondage, en fait. Oui, sauf qu'en fait, c'est plus qu'un sondage, parce qu'en fait, on va s'engager quand même dedans, donc avec toutes nos forces financières, humaines, matérielles. Donc, dans cette investiture qu'on va donner, qui donnera le droit, en quelque sorte, à notre participation à la campagne, qui sera plus forte qu'aujourd'hui, parce que là, on n'est que 215 000, mais on sera bien davantage à la fin du mois de janvier. Moi, je pose la question, et je le poserai à chacun et chacune des candidats, c'est pas un traitement préférentiel, hein. Franchement, c'est pareil pour tout le monde. Est-ce que vous allez faire campagne pour obtenir cette investiture? Est-ce que vous allez nous demander de vous soutenir? Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous attendez janvier pour faire campagne pour des candidats. Moi, c'est juste ça que Parce que honnêtement, c'est très bien que les mouvements anticipent, mais que les choses vont se jouer pour l'essentiel des Françaises et des Français, même si on le désapprouve, entre février et mars, et qu'on va venir peut-être être l'élément déterminant qui va changer la donne. Moi, je vous dis, ça fait tard, très honnêtement, pour construire un programme, même pour construire des alliances. Théo, tu m'avais le plateau. Mais tu m'avais posé une question oui. dont je me souviens plus d'ailleurs. Je sais plus quelle était ta question. Je t'ai demandé, est-ce que quelque part vous ne rêvez pas, en tout cas vous ne trouverez pas ça positif d'être investi à ce moment où les choses bougeront et où quelqu'un se dégagera? Est-ce que ça ne vous dit pas d'être justement plébiscité par cette initiative? En soi, si une initiative de l'extérieur nous soutient, c'est pas quelque chose qu'on voit comme une mauvaise nouvelle en soi, mais après, il faut pas être hypocrite. À partir du moment où on a dit on participe pas à ça parce que justement, on est dans une démarche, on est engagé dans notre combat politique et on pense que c'est de cette manière-là qu'on peut gagner, on peut pas non plus dire ça d'un côté, dire on n'y va pas, puis si le résultat nous est favorable, y aller. Ça se fait pas. Enfin, je veux dire, même du point de vue du respect du processus de la primaire populaire, je trouve que c'est pas très respectueux de procéder comme ça. Il y a un nouveau modus operandi là, parce que là, on ne demande pas aux participants de se retirer pour le vainqueur. Alors, oui, du coup, je ne comprends pas où ça va. J'ai essayé de le dire pourtant. La question de fond qui se pose au niveau des idées, c'est finalement à quoi ressemble la gauche? Parce que est-ce que on peut considérer que Yannick Jadot est de gauche? Est-ce qu'on peut considérer que Anne Hidalgo est de gauche? C'est une question qui se pose parce que, par exemple, tu as dit ils se sont engagés à telle ou telle mesure, mais François Hollande aussi s'était engagé. Et aujourd'hui, François Hollande, c'est un peu le parrain de Anne Hidalgo. En tout cas, il veut se montrer comme tel. Du coup, ça ne rassure pas ceux qui... Je sais que je vais hérisser le poil de certains et certaines dans cette émission, en particulier à la France Insoumise, mais nous appartenons, j'ai pas 30 ans, je sais plus ton âge, mais je pense qu'on n'est pas loin, à une génération qui, pour seulement 23%, se reconnaît dans ce clivage. On peut dire c'est triste, c'est dommage, la gauche a une histoire, moi j'adhère plutôt à ça. Aujourd'hui, il y a seulement 23% qui se reconnaît dans ce clivage et ça ne fait que baisser. La conséquence, c'est qu'on a essayé de construire un socle commun qui est certes un minimum, qui n'est pas exhaustif, qui ne dit pas tout d'un projet de société, mais qui dit l'essentiel. Et cet essentiel, c'est quel type de bifurcation radicale, parce que c'est le plus petit radical commun qu'on a construit, dès le 25 avril au matin. Et dans cette bifurcation, il y a une transition écologique avec une vraie loi climat, une transition agricole, etc. 5 mesures sociales d'urgence, incluant un ISF qui produit 4 fois plus, qui génère 4 fois plus de revenus que ce qu'il ne générait avant que Macron l'abolisse, et 3 mesures démocratiques, notamment la convocation d'une constituante pour engager une 6e République. Ça nous fait quand même beaucoup de points communs avec l'Avenir en commun. Et d'ailleurs, l'Avenir en commun a fait ce travail de comparer notre programme avec le sien sur son site internet de comparateur, et on voit qu'on est à plus de 3/4 de zones en commun. À partir de là, aujourd'hui, il y a
beaucoup d'électeurs et qu'on essaye de mettre en mouvement. On n'a pas un monopole sur leur représentation, mais en tout cas, on arrive à les repolitiser parce que les partis ont en partie échoué dans cette tâche. Il y a beaucoup d'électeurs qui se reconnaissent dans ces 3 priorités, qui disent on arrête maintenant les débats passionnants entre socialisme, réformiste, révolutionnaire, social-démocrate, communiste. On arrête. On a 3 urgences. Une bifurcation écologique, sociale et démocratique. Comment est-ce qu'on gère ces 3 urgences? Et c'est ça aujourd'hui qui fait la force de ce mouvement et qui fonde la décision d'adhérer à la primaire populaire, c'est d'être d'accord sur ces 3 urgences. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus le temps de dire on s'inscrit dans telle histoire plutôt qu'une autre. On doit répondre à ces 3 urgences et on sait que Macron n'est pas capable de le faire. Les 3 droites encore moins, libérales, identitaires et conservatrices, et de gauche ou pas de gauche, Hidalgo, Jadot. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'au moins en déclaratif, on peut se méfier d'eux. Ils nous disent, nous, on est d'accord avec ces 3 urgences. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont pas nous la mettre à l'envers comme Hollande l'a fait? C'est un débat. Et donc, les personnes, quand elles voteront pour l'investiture populaire du 27 au 30 janvier, elles pourront, en conscience, dire, moi, je suis déçu du bilan d'Hollande, donc je vais pas voter pour Anne Hidalgo parce que c'est son parrain. Et d'autres pourront penser le contraire. Mais au moins, on va le faire de manière démocratique et transparente. Voilà, c'était le plaidoyer donc, de Samuel Grybowski. Il a eu le mot du début. Je te donne le mot de la fin, David. Je crois qu'il y a rien de pire dans une période politique difficile que la confusion. Et c'est vrai qu'il y a des mots d'ordre qui sont communs, mais la question c'est effectivement comment on les réalise. Une vraie loi climat, tout le monde va vous dire qu'on est pour à gauche, mais qui va la payer? Est-ce que c'est les classes populaires? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est en annulant la dette? Donc, est-ce que c'est plutôt d'autres types de mécanismes? Ces questions-là ne sont pas tranchées par la primaire populaire, qui n'est d'ailleurs plus vraiment une primaire. Populaire. Voilà, donc c'est déjà devenu différent. Et le problème de ce processus, c'est qu'il avance en reculant. Je ne le dis pas de manière méchante, parce que je pense qu'il y a des démarches qui sont honnêtes, mais aujourd'hui, on a besoin de quelque chose qui, y compris par rapport aux organisations politiques, où on a besoin aussi d'être fier de nos opinions, d'être fier de nos convictions. C'est important de savoir regarder les gens dans les yeux, de leur dire moi, en fait, ce n'est pas une question de compromis, c'est une question de faire avancer mon projet politique, et que ce qui est déterminant pour choisir ce projet-là, c'est avant tout le vote des citoyens et de tous les citoyens. Parce que le problème des primaires, outre le fait qu'il y a eu énormément de trahison par le passé, dont n'est pas comptable la primaire populaire, mais qu'on ne peut pas complètement exclure quand même de la logique, c'est que c'est souvent les classes les plus favorisées qui participent à ce processus. Il ne faut pas se mentir sur ça. Et si la gauche est faible aujourd'hui dans les sondages, c'est notamment parce que ces sondages, ils ne prennent pas en compte ces catégories populaires-là. Le but aujourd'hui, pour nous, c'est d'aller les chercher. C'est d'aller dans les quartiers, c'est d'aller dans la ruralité, c'est d'aller dans des zones urbaines où les gens sont oubliés pour faire en sorte de porter nos idées, de créer quelque chose dans les gens. Et je le dis encore une fois, je ne crois pas à un système un peu, somme toute, on va dire, artificiel, de mise en commun des gens, c'est-à-dire on considère que le casting est plus important que les idées. Je ne crois pas à la force dynamique et rassembleuse de ce genre de processus. C'est pour ça que je suis militant politique, sinon c'est vrai, j'aurais pu faire d'autres initiatives. Mais c'est précisément pour cette raison-là que je pense que y a pire que la dispersion, il y a la confusion. Voilà. Et que quelque part, le vote, y compris au premier tour, et pas un vote malsain. C'est normal de voter pour des idées sur lesquelles on se sent plus proche. C'est normal d'être plus attiré, par exemple, par la social-démocratie ou par Europe Écologie Les Verts ou par la France Insoumise. C'est normal. Il n'y a pas de honte à avoir. Si aujourd'hui on perd, on fera le bilan de pourquoi nos idées n'étaient pas assez fortes. Mais ce n'est pas la question aujourd'hui. Parce qu'on peut gagner. Moi, je le redis, on peut gagner. On peut gagner en portant une candidature. Moi, pour ma part, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon, qui donne envie aux gens de voter, qui est le plus bel exercice citoyen en République. Merci à vous deux, en tout cas, pour ce beau moment de discussion. La contre-matinale d'aujourd'hui, c'est terminé. Demain, ce sera à ma collègue Nadia de la présenter. Continuez de nous soutenir si vous aimez notre travail. Devenez sociaux sur le mediatv.fr/soutien ou faites-nous un don mensualisé ou unique sur la plateforme OKPAL, un don défiscalisé.